Merci beaucoup. Je suis prêt à commencer, c'est bon, ça? Très bien. Je vous parle des considérations juridiques concernant l'état de l'urgence Covid et pourquoi ça a différent. D'abord, je ne suis pas un homme de loi, je ne reprends pas d'opinion juridique, simplement des observations que j'ai constatées sur la façon dont les choses sont passées depuis 2 ans. Aux États-Unis, nous avons une idée fondamentale, en général et particulièrement en temps d'urgence, qu'il y a un équilibre entre les droits normaux des individus et ce que l'État, c'est-à-dire le gouvernement, a besoin pour protéger la population dans son ensemble. Donc ce n'est pas un équilibre, mais une tension entre les deux. Pour comprendre comment cet équilibre ou cette tension sont étalonnés, il faut revenir à l'origine de nos rapports au gouvernement. Dans notre déclaration d'indépendance de 1776, après le premier paragraphe décrivant la nécessité des 13 États de se séparer de l'Angleterre, le second paragraphe stipule: nous considérons ces vérités comme étant des évidences que tous les hommes sont créés égaux, mais qu'ils sont par leur créateur disposent de certains droits inaliénables, parmi lesquels il y a la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Il s'agit bien sûr d'une idée religieuse fondamentale que les droits humains sont donnés par Dieu, pas par les gouvernements et pas parce que les gens les exigent ou les méritent, mais simplement qu'ils sont inaliénables et ils sont universels pour tous. Et les gens qui, bien sûr, en considèrent ces droits dans le contexte de la manière dont ils étaient donnés en 1777, considèrent ces droits comme étant sacrés. Comme nous le savons, des grandes déclarations de principe doivent bien sûr avoir des interprétations détaillées lorsqu'ils sont testés dans la réalité du monde. Donc quels sont les droits exacts est-ce que les signataires de la déclaration avaient à l'esprit? Ceux qu'ils ont décrits sont tellement génériques que bien sûr, ils pourraient bien sûr concerner tout ce qu'une personne fait sans affecter la liberté ou les droits des autres. Donc, bien sûr, c'est à la Cour suprême de déterminer la nature de ces droits. C'était ouvert la porte également aux tribunaux pour créer des limites à ces droits. Et avec ces discussions, ceci tend à créer une approche rationnelle, peut-être subjective, de ces mêmes droits. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde extrêmement polarisé où la majorité des gens sont éduqués à l'université ou en secondaire, donc ont perdu l'appréciation des sensibilités religieuses qui étaient courantes à l'époque de la fondation des États-Unis, alors que les gens qui sont moins techniquement éduqués ont tendance à maintenir ces valeurs religieuses. Bien entendu, il y a différents contre-exemples, mais ces tendances sont toujours prévalentes et ont tendance à polariser la discussion. Dans cette polarisation, et je ne parle pas simplement de questions scientifiques, elles doivent être basées sur les preuves, elles sont rationnelles. Le côté sacré des droits humains fondamentaux est une des questions de valeur. Si on prend ces droits humains comme étant sacrés, on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les protéger. D'autre part, si nous ne les considérons que de façon empirique, alors ce n'est qu'une question technique pour les ajuster de temps à autre, comme bien sûr la Cour suprême ou autres juristes pourraient le considérer. Je considère que la santé publique, comme institution, a opérationnalisé ses droits sur la base de considérations techniques. On pourrait considérer ceci comme l'ingénierisation de la santé du domaine de la population. Les solutions qui fonctionnent bien pour la plupart des gens sont considérées comme suffisantes. Et cette suffisance, c'est peut-être même si certains droits sont violés, dont par exemple pour les solutions de santé publique ne fonctionnent pas et sont dangereux, peuvent causer des dégâts. Si vous avez 99% du temps, ça ne suffit pas, ou 99,9%. Donc bien sûr, 99,9% est considéré comme bon ou pas assez. Donc lorsque les gens prennent des positions d'autorité, lorsqu'ils sont responsables pour un grand nombre de gens, la déhumanisation se produit souvent et c'est les gens qui sont responsables de devenir des entités abstraites dont le bien collectif est prioritisé sur le droit de chaque individuel. Ceci vient de un docteur à Midwestern, donc ceci a été discuté devant la Cour suprême. Donc, bien sûr, les solutions des valeurs de solutions ingéniériques, technocratiques, bien sûr, représentent les tensions entre le droit des individus et le droit et le plus général. Et cette tension a joué dans divers contextes.
Par exemple, ce dessin qui montre le domaine éminent où notre Cour suprême a décidé que l'amélioration économique générale peut avoir prévalence sur les droits individuels des individus, même si l'amélioration économique bénéficie largement à un ou un petit groupe d'investisseurs. En temps de guerre, les gens comprennent le degré de menace et sont prêts, bien sûr, à rejeter ou à réduire leurs droits pour sauver leur pays. C'est la peur, avec un résultat négatif qui va piloter le comportement commun. En moment d'une pandémie, le degré dans quelle mesure les gens vont sacrifier leurs droits volontairement est moins clair. Les gens qui ont peur vont le faire de façon immédiate, alors que les gens qui ont moins peur seront plus réticents. Donc le gouvernement est confronté à un conflit d'intérêts pour répandre la peur, pour avoir de la conformité à ses politiques, quelle que soit l'efficacité ou le coût de ces politiques. Et même lorsque le message est faux, et par exemple, ici voici le président et l'administration de la Maison-Blanche en décembre 2017, ce message dit pour les non-vaccinés, nous cherchons un hiver de maladies et de morts pour vous-même et vos maladies, et les hôpitaux seront bientôt submergés, donc bien sûr. Donc c'est qu'au moment où l'Omicron était en train de se répandre. Maintenant, pendant 2 ans, on a été dans une pandémie, pas une guerre. Et malgré le fait qu'aux États-Unis, nous avons eu pratiquement 250 ans de développement et d'évolution des droits constitutionnels et nos principes juridiques dans les urgences déclarées sont quelque chose d'un peu rudimentaire. Nous avons déclaré une urgence nationale au début de la pandémie. Est-ce que tout le monde a objecté? En fait, on a déclaré beaucoup d'urgences depuis 1976, lorsque le décret d'urgence nationale, il y a eu 58 déclarations d'urgence nationale aux États-Unis. Pour la pandémie Covid, on pensait que le virus allait tuer tout le monde qui l'avait, et on a vu dans les médias beaucoup de répétitions de vidéos de parents qui mouraient de la maladie dans les rues. Et bien sûr, on avait des cas constants pour que les gens aient peur. Mais sur la base de cette perception élargie de la menace, on a accepté la déclaration d'urgence dans le cadre d'un plan rationnel, ou perçu comme tel. L'urgence d'une déclaration, l'essence d'une déclaration d'urgence, c'est que le gouvernement a un intérêt à avancer dans une modification temporaire des droits et des processus constitutionnels en partie. Ceci bénéficie lorsque cela facilite les capacités supplémentaires et les options du gouvernement pour obtenir, stocker, développer, distribuer des choses comme les équipements de protection individuelle, les traitements, les vaccins, les installations cliniques d'urgence, le logement, augmenter le logement du personnel, etc. Mais ceci peut être destructif lorsque le gouvernement abuse de la déclaration d'urgence pour mettre en place des programmes qui obligent à des choix involontaires qui n'ont pas un équilibre adéquat, comme par exemple incitations hospitalières inappropriées qui ont des résultats médicaux antithétiques, vacciner des gens qui sont déjà immunisés, bloquer la prescription de médicaments déjà approuvés que les médecins veulent prescrire, limitation et censure de toutes les options médicales, scientifiques, publiques, alternatives, sous l'argument que ces discussions pourraient être dangereuses au succès du combat contre la pandémie. Une déclaration d'urgence est articulée sur l'intérêt du gouvernement et sur la manière dont les gens généralement acceptent, bien sûr, de ces intérêts. Une partie de cette acceptation est la science, alors que l'autre, ce sont des valeurs. La partie scientifique consiste à évaluer à quel point de risques et de dommages pourraient se produire dans la population et si la déclaration d'un état d'urgence va permettre à des politiques extraordinaires qui servent à réduire les risques et les dégâts. Alors que la partie valeur, c'est pour savoir si les gens perçoivent les limitations de leurs droits comme proportionnelles au degré des risques et dommages auxquels ils sont confrontés, individuellement ou collectivement. Maintenant, si un gouvernement fait une propagande de peur pour augmenter, exagérer le degré de dégâts, et ça réduit le seuil de satisfaction du scientifique et de la valeur. Donc ceci est effectif aux gens qui sont susceptibles au message de peur, mais c'est moins le cas pour les gens qui soit ne croient pas les gouvernements en général, comme John Curran ici, donc voilà, il dit qu'il ne couvre pas un gouvernement ce qu'il dit, ou les gens qui ont des systèmes de valeurs tels que les croyances religieuses qui leur fait apporter plus de valeur à leur droit que la plupart de la population. Est-ce qu'on a eu
des gouvernements crédibles un intérêt du gouvernement crédible pour déclarer une émergence au moment de la pandémie. Bon, d'abord, l'OMS a déclaré l'état d'urgence en mars de 2020. Donc ensuite, les États-Unis ont suivi le 13 mars. Donc la prédiction selon laquelle les gens vont accepter le fait selon l'action d'urgence est cruciale. Ensuite, il faut voir que les hypothèses de compréhension, la compréhension des hypothèses pour que ces modèles prédictifs soient raisonnables ou pas. Et donc, pour accepter si la pandémie sera véritablement désastreuse ou pas, donc généralement, il y a une compréhension. On n'a pas de compréhension générale des degrés de blocage des droits de ces décisions. Comment est-ce que ceci fonctionne? Bien sûr, il apparaît que beaucoup d'autorités de santé des publics ont échoué dans leur politique et beaucoup de gens sont morts sans nécessité. Maintenant, comparons décembre l'année dernière avec janvier cette année. En décembre, la souche Delta, plus virulente, concernait beaucoup d'infections, le plus d'infections. Le 12 février, la barre orange ici avait pratiquement disparu. Elle était remplacée par l'Omicron, qui est les deux barres violettes et magenta ici que l'on voit. Et donc les gens, donc ceci c'est de l'Omicron. Et donc, voici, Delta est remplacé par Omicron. Omicron, maintenant, entraîne de l'oulien beaucoup mais elles sont essentiellement surmontées sans trop de problèmes. Alors, le Delta a disparu lorsque le Delta avait disparu des États-Unis au moment où j'ai écrit mon article, donc en WJS. Bon, je ne disais pas qu'Omicron était disparu, mais que Omicron était similaire à la grippe. Et on n'avait pas besoin d'avoir une urgence pour la grippe, et donc on pouvait gérer l'Omicron dans les systèmes de santé normaux. Le point juridique que j'ai soulevé, c'était que une émergence déclarée nécessite une justification constante, et avec le Micron modéré et apparaissant, donc la justification n'était plus justifiée. Comme je l'ai dit, ce n'était pas qu'Omicron était parti. À l'époque, nous avions encore, en février, le 9 février, nous avions 220 000 cas de registrés. Mais on a toujours 220 000 à 30 000 cas par jour, mais les nombres continuent à chuter. Mais comme je l'ai dit, les nombres sont indépendants. La pandémie n'est pas gérée par son nombre de cas, mais par l'hospitalisation et la mortalité. Et donc le nombre de cas sont utilisés pour faire peur aux gens. Et maintenant, nous savons que les morts chutent spectaculairement depuis quelques semaines et vont continuer à chuter. Donc, ce que l'on observe aux États-Unis, c'est que l'Omicron continue jusqu'à son terme. Soit il disparaîtra complètement, il va rester avec un niveau endémique faible, donc il sera saisonnier ou pas, peu importe, mais on ne le sait pas encore. Mais même si c'est le cas, et s'il devient saisonnier, il crée des bosses ou des vagues, ce sera modéré comme on l'a vu précédemment. Et si nécessaire, nous savons qu'il y a différents médicaments qui peuvent être utilisés pour traiter le Covid. Et j'en ai parlé avec l'année dernière. Donc, comment savons-nous que Omicron a des aspects similaires à la grippe? D'abord, la façon, c'est qu'il y a un contraste très fort. En fait, le nombre de cas et la faible mortalité de l'Omicron. Donc, comme je fais ici, j'ai utilisé les informations quantitatives de santé publique pour examiner la mortalité des deltas, l'incidence du delta 3 semaines avant la mortalité, et pour avoir une estimation des risques mortels des cas. Donc, en droite pour le delta et par rapport à l'Omicron, ici, donc en février-mars de la même année, ici, vous voyez, et on peut voir que Omicron représente un tiers ou un cinquième de ce qu'est le delta. Donc Omicron est un tiers ou moins dangereux que le delta. Il n'en demeure pas moins qu'il y a eu des discussions concernant la mortalité d'Omicron. Et par rapport à la grippe, et Simon Tonley et al. Ont publié un article en BMJ et ils ont listé un certain nombre de points avec ces comparaisons. Tout d'abord, ils ont dit que les morts de la COVID-19 ont été surestimées et mal vérifiées. Ceci est basé sur la modélisation, mais on sait maintenant que la moitié des hospitalisations et des morts chez les adultes et les enfants étaient sur des patients avec Covid et non pas du Covid. Et j'ai ici la liste
si lien vous pouvez aller et on peut voir que les données ont montré que à peu près la moitié des morts enregistrées par le Covid ne sont pas liées au Covid, mais elles se produisent avec des gens qui avaient le Covid, mais pas en raison du Covid. Donc nous savons que ça c'est une partie du problème. Deuxièmement, nous savons que le risque de mortalité des cas a été estimé de façon inappropriée parce que ça nécessite des mortalités confirmées non validées et nous n'avons pas ces données. Nous avons ce qui a été présenté par les santé publiques et c'est la seule donnée informative. Donc il faut estimer ça. Et enfin, troisièmement, la prévalence d'infection elle-même, à la fois pour le micron et particulièrement pour la grippe, est incertaine parce que les statistiques nationales sont un petit peu... C'est difficile de trouver des données de la grippe depuis d'années précédentes dans les pays. Donc il y a une limite à ce que l'on peut dire dans ce registre. Deuxième chose, c'est que les patients hospitalisés pour la grippe ou le Covid ont des comorbidités différentes. C'est un petit peu comme les pommes et les oranges et les pommes. En janvier cette année, le ministère de la Santé du Japon a dit, et ce n'est pas été publié, c'est un article, dans un article, c'était dans Bloomberg, il me semble, donc, que le risque de décès des cas de Covid en janvier pour le Japon, c'était 0,13%, alors que pour une grippe saisonnière, c'était de 0,6 à 0,9%. 0,6 à 0,9, c'est-à-dire que le Covid est un petit peu plus mortel que la grippe. Cependant, le Japon a une population beaucoup plus âgée que la Grande-Bretagne et d'autres pays occidentaux. Et donc, ceci peut être vu où la structure d'âge de la Grande-Bretagne et où le pourcentage de la population par âge groupe pour le Japon, par groupe d'âge, et on peut voir que le Japon a beaucoup moins de gens dans la pyramide de moins de 40 ans que la Grande-Bretagne et a beaucoup plus de personnes, particulièrement de l'âge de 70 ou 80 ans. En Grande-Bretagne, on sait également que selon l'âge, la mortalité du Covid est plus élevée avec l'âge que la grippe. Et c'est trois fois par rapport à la grippe. Et donc, lorsque l'on prend ces différences d'âge et qu'on ajuste le 1,3% et le 0,06% à une population occidentale, pour ça, la Covid Covid est plus, la pente du Covid est plus marquée, donc le Covid et flu se regroupent plus, et donc cela suggère que l'Omicron n'a pas plus de mortalité que la grippe, peut-être moins. Donc, compte tenu de la comparabilité de l'Omicron par rapport à la grippe, donc quelle est la justification actuelle pour maintenir l'état d'urgence de la pandémie? Une fois que le gouvernement, quel est l'intérêt du gouvernement à ce stade? D'abord, le comptage des cas n'est pas un intérêt évident. Il n'y a pas d'autres infections respiratoires conduit à une déclaration d'état d'urgence dans les temps modernes. Donc, on ignore le SARS-CoV-1 et MERS, donc pas la polio, pas la grippe asiatique, pas la grippe porcine. Donc, il y a l'hospitalisation ne sont pas également un intérêt flagrant pour le gouvernement. Si plus de lits d'hôpitaux et d'installations avaient été nécessaires, certains des milliards de dollars qui ont été dépensés, non nécessairement sur les patients déjà vaccinés, qui avaient déjà eu le Covid, auraient été utilisés. Donc, mauvaise planification ne justifie pas l'atteinte aux droits humains. Troisièmement, le risque hypothétique d'une future pandémie Covid n'est pas un intérêt pour justifier ceci. Il n'y a pas de raison de penser qu'une vague future ne dérivera pas d'une lignée Omicron, et ceci c'est comparable en gravité à l'Omicron et une autre souche plus courante, le BA2, qui est peut-être moins sévère que l'Omicron actuel régulier. Et certainement plus important, la peur d'un événement théorique n'est pas un intérêt flagrant. Dans l'événement improbable que de nouvelles souches graves pourraient émerger, on pourra également déclarer une nouvelle urgence. On sait que l'intérêt pour la pandémie doit être basé sur la mortalité et les outils nécessaires et disponibles pour contrôler la mortalité. En réalité, nous avons eu les outils pour contrôler la mortalité du Covid depuis tout le début. Ce que je vous montre ici, ce sont les analyses, les méta-analyses, donc en bas, donc l'andromectine, à droite, on a la mortalité, et ces médicaments ont réduit la mortalité, le risque de mortalité de 75%.
Donc l'ivermectine et l'hydroxychloroquine, on sait que c'est trop, malgré les informations qui étaient lancées contre ces médicaments par la pharma, la FDA, la NIH, etc., etc. Et on sait ceci parce que, en plus de ces données, nous savons que plus de 150 000 Américains ont été traités, plus de 200 000 traités avec ces groupes depuis 2 ans, avec ces et en total, il y a eu essentiellement 4 ou 5 décès donc, sur ce grand cohorte de patients. Donc, un précédent juridique pour les intérêts des gouvernements dans la pandémie a été donné au cours de l'épidémie de rougeole de variole, pardon, de 1902. Le Suprême Cour dit que l'État de Massachusetts pouvait obliger une vaccination libre ou une vaccination contre l'infection où il fallait payer $5 de pénalty, ce qui serait à peu près $150 aujourd'hui pour ne pas se conformer au vaccin. Donc, bien sûr, à l'époque, la mortalité de la variole était de 20 à 30% des cas. Et la pénalité, ce n'est pas de perdre votre emploi. Donc oui, je reviendrai à ce cas dans une minute. Mais en octobre l'année dernière, notre Cour suprême n'a pas accepté le cas d'un mandat vaccin contre l'État du Maine. Pour la majorité des juges, le juge Gorsuch Thomas Alito ont maintenu que même si 11 mois plus tôt, la Cour avait dit que réduire la réportation de Covid-19 était un intérêt fondamental, ceci ne peut pas se qualifier pour toujours. Pourquoi pas? Précisément parce que, c'est toujours écrit, il y a maintenant 3 vaccins largement distribués. 11 mois précédents, il n'y en avait pas. Et à l'époque, le pays avait peu de traitements comparables avec ceux qui souffraient de la maladie. Aujourd'hui, on a des traitements supplémentaires et plus apparaissent proches. Donc, donc, un intérêt flagrant pour le gouvernement répond du contexte de ce qui se passe sur le moment. Donc, dans le cas de Jacobson en 2005, le Chief Justice John Marshall a présenté 4 critères qui doivent être présentés pour le mandat vaccinal pour surmonter la liberté médicale. Donc, on a dit d'abord qu'il fallait que la liberté individuelle n'empêche pas aux gens d'agir indépendamment des dégâts qu'ils pourraient causer aux autres. Ensuite, le mandat de vaccination n'était pas présenté comme étant arbitraire ou oppressif. La vaccination était nécessaire pour la sécurité publique. Et le point de vue des défendants que le vaccin n'était pas sûr et c'était bien sûr une opinion médicale minoritaire. Cela montre clairement ce que l'on considère aujourd'hui comme un critère juridique, c'est-à-dire ce sont des critères qui doivent être satisfaits pour que l'intérêt du gouvernement vienne donc dominer les libertés individuelles. Donc ces critères ont différentes significations. Cela peut être un test des raisons, mais ça peut être aussi une surveillance très stricte. Et aujourd'hui, les critères de Jacobson sont très proches de ce qui est aujourd'hui nécessaire pour appliquer un contrôle strict. Alors Jacobson disait que la liberté individuelle ne permet pas aux gens d'agir sans considérer le danger qu'ils peuvent causer pour les autres. Et il indique que leur intérêt, c'était de prévenir les décès. Alors, combien de décès faut-il pour que l'on en appelle un intérêt incontestable? Alors, aujourd'hui, la mortalité peut avoir différentes causes. Donc, aux États-Unis, il y a environ 30 000 à 40 000 accidents de la route par an. On ne déclare pas l'état d'urgence pour cette raison. Et lorsqu'il y a la saison de la grippe, il y a de 45 000 à 60 000 décès par an, mais il n'y a pas d'état d'urgence déclaré pour autant. Il y a également des accidents hors route qui sont de 160 000 à 170 000 par an. Il n'y a pas d'état d'urgence déclaré pour cette raison, et sans parler des décès liés au tabagisme qui sont 500 000 par an, et il n'y a aucun état d'urgence déclaré pour ces décès. Donc si nous avons eu donc 1 million de morts du Covid sur 2 ans, donc la moitié d'entre eux sont morts en ayant le Covid, mais pas à cause du Covid, alors est-ce que ça c'est une urgence alors que le nombre de décès liés au tabac est 2 fois supérieur?
Et là maintenant, nous avons Omicron avec une mortalité qui représente un tiers de cela, avec moins d'1 million de décès, et avec une immunité collective qui est assez forte. Alors pourquoi est-ce qu'on parle encore d'état d'urgence? Alors la prévention du Covid, c'est une politique qui est désirable, mais ce n'est pas incontestablement nécessaire. Et les juges Gorsuch, Thomas et Alito ont écrit que, après tout, toute action de l'État concerne la santé publique et la sûreté, et qu'il faut donc mesurer un intérêt individuel et particulièrement élevé pour exercer un droit civil directement contre ces valeurs qui donc font que l'intérêt de l'individu est donc mis de côté. Et donc, il y a de nombreux états d'urgence qui sont donc déclarés. Cet état d'urgence continue pour des raisons douteuses. Donc, il est grand temps que les gens utilisent des recours juridiques pour mettre fin à cet abus de l'état d'urgence. La pandémie doit terminer pour que l'urgence termine. Et cela est tout. Donc, je vous laisse avec sur une note humoristique avec cette image de Anthony Fauci avec qui gagne 7 Oscars. C'est humoristique, bien entendu. C'est pour sa performance de ces 2 dernières années. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je vais recueillir les questions des participants. Je vais vous les répéter. Je vais vous les traduire. If you have questions, feel free to ask them to me, and we translate them. Est-ce qu'il y a des actions juridiques qui ont été entreprises pour protéger les gens contre les abus du gouvernement? C'est assez difficile. Il y a eu plusieurs poursuites qui ont été engagées contre les employeurs, contre les États et contre les mandats vaccinaux, contre l'obligation du port du masque. Et je pense qu'il va y avoir de plus en plus de poursuites engagées notamment par le secteur de l'assurance aux États-Unis comme en Europe, parce que les compagnies d'assurance ont désormais noté qu'il y avait beaucoup moins de décès liés au Covid à la fin de l'année dernière par rapport à l'année 2020. Ce qui est clair, c'est que ces morts hors Covid ne sont pas imputables à la Covid ni aux patients qui sont affectés par la Covid. Donc il y a donc des morts, des décès qui ne sont pas liés à la Covid, et ces décès sont considérés comme des décès causés par des programmes de vaccination. Donc les compagnies d'assurance poursuivent les fabricants de vaccins qui auraient caché des clauses de mortalité Covid dans le cadre de leurs essais préliminaires. Et nous savons que Pfizer avait des données de mortalité qui n'ont pas été divulguées. Il s'agit d'une grande quantité de données. On pourrait arguer qu'ils ne sont pas très différents de celles dont nous disposons. Donc, en tant qu'individu, il est très difficile pour nous de lutter contre le système. Et il y a donc les médias grand public qui sont là, mais notre seul recours, ce sont les médias indépendants. Et nous ne sommes pas des anti-vaccins. Nous ne croyons pas en des traitements qui n'ont pas été éprouvés. Et l'industrie pharmaceutique
a donc parlé des essais randomisés de l'hydroxychloroquine de la même façon que l'industrie du tabac a falsifié des études sur le tabac dans les années 70, disant que le tabagisme est sûr et n'est pas dangereux pour la santé. Donc il y a des études qui ont été mises en avant pour contrecarrer les études dont je vous ai parlé. Tout cela fait partie de ces informations auxquelles nous devons nous opposer, et cela en utilisant les médias alternatifs. Nous sommes des gens qui n'ont pas peur, mais nous devons atteindre ces gens qui sont plus sensibles à ces messages. Donc ces jours-ci, aux États-Unis, il y a un espoir qui émerge. Est-ce que vous pensez qu'il y a des conflits d'intérêts entre les banques et les assurances? Ou est-ce que vous pensez que l'intérêt, c'est l'intérêt qui domine, c'est l'intérêt pour les droits humains? Il y a un intérêt financier. Je pense que c'est un peu des deux, puisque l'industrie pharmaceutique a été reprise par les intérêts financiers, les intérêts des actionnaires, des PDG, et le secteur de l'assurance est quelque peu différent parce que certaines compagnies d'assurance proviennent de groupes religieux qui voulaient ajouter une composante morale à leur ligne d'action en tant qu'entreprise. Et donc, ils voulaient assurer leur bien-être financier. Donc, ils sont très vigilants. Ils doivent respecter des réglementations, des règles. Ils sont contrôlés. Et il y a également les notes financières qui vont déterminer la santé de ces entreprises pour les investisseurs. Voilà pourquoi les entreprises ont à cœur leur propre rentabilité. Le problème, c'est que les gens meurent trop tôt. Donc, s'il s'agissait de personnes de 80 ans, ce ne serait pas très préoccupant, mais on parle de personnes âgées de 50, 60 ans qui meurent. Et donc, ces personnes, les personnes n'ont pas payé de primes pendant 30, 40 ans. Donc, il y a beaucoup de préoccupations parce que cela va générer des pertes économiques pour eux. Est-ce qu'il y a des poursuites qui ont déjà commencé dans le secteur des assurances? Non, il n'y a aucune poursuite qui a été engagée par le secteur de l'assurance pour le moment. Les entreprises disent qu'ils discutent avec les auditeurs, que les auditeurs leur demandent ce qui se passe, ils essaient de déterminer ce qu'ils doivent faire. Ils ne sont pas préparés à perdre beaucoup d'argent. Ils ne veulent pas non plus augmenter leurs tarifs de 40%. Voilà pourquoi ces entreprises essaient de trouver une solution et tout est en train de changer. En tout cas, dans les prochaines semaines, on va voir une évolution. I heard a few days ago that there was a new treatment that was efficient, so I'm just wondering. I'm sorry, the sound is really bad. Question du public. Il y a un traitement qui a été approuvé pour la COVID. Pourquoi est-ce que cela n'a pas mis fin à l'autorisation des vaccins qui n'ont pas été encore mis sur le marché? Et cette personne a parlé du vaccin Pfizer.
la raison pour laquelle ce vaccin a été autorisé, c'est parce qu'il n'y a pas de traitement. Mais j'ai entendu qu'aujourd'hui, désormais, il y avait un traitement officiel. Alors pourquoi? Alors pourquoi est-ce que le fait que ce traitement existe, pourquoi est-ce que cela n'a pas suspendu cette autorisation temporaire? Alors si j'ai bien compris, la FDA, c'est l'autorité qui émet des autorisations. La FDA utilise la science pour tester, pour contrôler leurs relations avec l'industrie pharmaceutique. Il y a des pré-tests, alors ce qui signifie que leur exigence, donc ils demandaient qu'il ne devait pas y avoir de traitement encore pour autoriser de nouveaux médicaments. Donc ça, c'est leur exigence. L'exigence de la FDA, c'est supposé être un critère. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a 3, 4 vaccins? Pourquoi est-ce que le premier vaccin n'a pas suffi pour bloquer le deuxième et le troisième? Alors, il doit toujours y avoir des traitements disponibles. Donc, c'est pour ça qu'il y a des traitements qui ont été autorisés au début. D'autre part, il peut y avoir des interactions avec d'autres traitements. Donc, on ne sait pas au début si les médicaments peuvent être utilisés, ils doivent être diffusés. Donc, la FDA ne peut pas vous dire de ne pas vous vacciner parce qu'il y a un traitement alors que ce traitement n'est pas disponible pour tout le monde. Donc ça, c'est un critère de la FDA qu'il n'y ait pas de traitement. Mais pour ce qui est leur blocage de l'hydroxychloroquine, ce n'est pas qu'ils voulaient bloquer l'hydroxychloroquine pour qu'il y ait un vaccin. Il n'y avait pas de lien. Il y a aussi des implications économiques là-dessus. Donc, ils ont bloqué l'hydroxychloroquine pour des raisons économiques et pas seulement pour des raisons qui sont inhérentes à leur organisation. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec les autres intervenants. Merci beaucoup. La prochaine, c'est Stéphanie Gentil.